L'hiver 1867 restera à jamais gravé dans la mémoire de Penelope James comme la saison où la mort l'a presque emportée et où l'amour l'a trouvé à la place. La tempête de neige s'était abattue sans prévenir, transformant le territoire du Montana en une prison blanche impitoyable qui avait englouti sa diligence, la laissant seule survivante parmi les cadavres gelés. Penelope agrippa les côtés de la diligence renversée, les doigts engourdis dans ses gants fins. Le vent hurlant semblait déterminé à lui ôter ses dernières réserves de chaleur. À seulement 24 ans, ce serait là son dernier repos, une épave oubliée sur la route solitaire menant à Helena. « Je ne mourrai pas ici », murmura-t-elle à travers ses lèvres gercées, alors que son corps était déjà en train de succomber au froid. Ses paupières s'alourdissaient, tandis que l'engourdissement de l'hypothermie l'entraînait vers un sommeil éternel. Juste un petit repos, se dit son esprit fatigué, puis elle continuerait. Le faible bruit des sabots se confondait avec le vent, semblant plus être une hallucination qu'une réalité. Pénélope ne sentait plus ses jambes ni ses bras, alors que sa conscience s'évanouissait, sa température corporelle chutant à des niveaux dangereux. Sa dernière pensée avant que l'obscurité ne l'envahisse fut celle de la chaleur du foyer familial à Boston, une chaleur qu'elle ne ressentirait plus jamais. Lorsque sa conscience revint, ce fut par fragments désorientants. Des bras puissants soulevaient son corps rigide. Une voix grave maudissait le froid mordant. Elle sentit son corps inerte être hissé sur un cheval, puis plus rien. Weston Keller suivait la route de la diligence, à la recherche de bêtes égarées de son troupeau, lorsqu'il aperçut l'épave. 28 hivers passés dans l'Ouest lui avaient appris à s'attendre au pire, mais rien ne l'avait préparé à la scène sinistre qui s'offrait à lui. Le conducteur et le garde étaient gelés sur place. Les passagers à l'intérieur étaient déjà raidis par la mort. Tous sauf une. La femme était à peine vivante. Sa peau était bleutée et froide comme la neige qui l'entourait. Son corps était froid et raide. Le cow-boy l'enveloppa dans son manteau et murmura « Pas aujourd'hui ». Son souffle chaud forma un petit nuage tandis qu'il prononçait ces mots avec une détermination farouche. La mort avait déjà fait suffisamment de victimes ce jour-là. Elle n'emporterait pas celle-ci. Son ranch était plus proche que la ville. C'était un pari qu'il devait prendre. Il monta sur son cheval, la femme serrée contre sa poitrine, et poussa son étalon à travers la neige qui lui arrivait aux cuisses, son propre corps désormais exposé au froid meurtrier. Le voyage était une lutte contre le temps et la nature, son cheval peinant à travers les congères, tandis que l'inconnu dans ses bras restait terriblement immobile. La maison du ranch apparut à travers la neige aveuglante comme un phare de salut. Son contremaître, Thomas, se précipita au bruit de son approche. « Allez chercher le docteur Miller », cria Weston par-dessus le vent, « et attisez le feu pour qu'il brûle comme l'enfer. » À l'intérieur, Weston la déposa doucement sur la peau de bête nue devant la cheminée rugissante. Ses vêtements étaient gelés, raides, recouverts de glace et de neige. « Mademoiselle, vous m'entendez » demanda-t-il en lui tapotant la joue pâle. Pas de réponse. Avec une détermination sinistre, Weston commença la délicate tâche de lui retirer ses vêtements extérieurs gelés. La bienséance exigeait qu'il détourne le regard, mais la survie exigeait le contraire. Il travailla rapidement, l'enveloppant dans des couvertures chaudes, lui frottant les mains et les pieds pour stimuler la circulation sanguine. Son visage restait immobile, ses cils givrés comme de délicates sculptures de cristal sur ses joues. « Vous allez vivre, » lui dit-il fermement, comme si ces mots seuls pouvaient l'ordonner. « Je ne vous ai pas traîné à travers cet enfer pour vous perdre maintenant. » Les heures passèrent, Weston veillant sur elle, remplaçant les compresses froides par des compresses chaudes, surveillant son pouls, faible mais persistant. Quand ses paupières s'ouvrirent enfin, révélant des yeux ambrés saisissants, son soulagement fut si profond qu'il faillit s'effondrer à côté d'elle. Sa voix était à peine audible, cassée et sèche. « Mon ranch se trouve à environ 25 kilomètres à l'est de l'endroit où je t'ai trouvé. » La diligence s'est renversée. Weston lui tendit une tasse en étain remplie d'eau. « Attention, bois par petites gorgées. » Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle comprit soudain. « Les autres ?» Weston détourna le regard, son silence suffisant pour répondre. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais le froid l'avait tellement déshydratée qu'elle ne pouvait pas pleurer. « Je suis en vie. »« Oui, madame, mais vous l'avez échappé belle. » Lorsqu'elle tenta de s'asseoir, son corps se rebella, ses muscles raides et inertes.
Weston la rallongea doucement. Vous avez besoin de repos. Le médecin est en route, mais cette tempête risque de le ralentir. Merci, murmura-t-elle. Je m'appelle Penelope James. Weston Keller, répondit-il en hochant la tête, soudainement mal à l'aise maintenant que sa patiente était consciente. C'est mon ranch, docteur. Miller arriva le lendemain matin, sa calèche presque ensevelie sous les congères. Après avoir examiné Penelope minutieusement, il rendit son verdict. Elle souffre d'engelures aux orteils et au bout des doigts, mais rien ne nécessite d'amputation si nous faisons attention. L'hypothermie était grave. C'est un miracle qu'elle ait survécu. Il se tourna vers Pénélope avec une expression grave. « Jeune fille, vous devez votre vie à ce cow-boy têtu. Je sais, répondit-elle doucement, croisant le regard de Weston à travers la pièce. Au cours des jours suivants, Penelope reprit peu à peu des forces. Le cuisinier du dortoir, un homme âgé nommé Hank, prit son état comme une offense personnelle et lui prépara des bouillons riches et des ragoûts copieux pour lui faire reprendre des forces. La gouvernante de Weston, Mme Abigail Peterson, s'occupa des besoins personnels de Penelope et lui fournit des vêtements qui, bien que trop grands, lui permirent de tenir le coup jusqu'à ce que ses malles puissent être récupérés dans les débris. Une semaine après son sauvetage, Penelope était assise dans la chambre d'amis, contemplant le vaste paysage blanc. Weston frappa doucement avant d'entrer avec un plateau de nourriture. « Madame Peterson a attrapé un rhume, vous devrez donc vous contenter de mes talents de serveur aujourd'hui, » expliqua-t-il en posant le plateau sur ses genoux. « Vous m'avez déjà sauvé la vie. Maintenant, vous vous occupez de moi aussi, » dit-elle en souriant, les couleurs revenant enfin sur son visage. « Je deviens un véritable fardeau. » « Un fardeau? » Il haussa les épaules, debout maladroitement près du lit. « Puis-je vous demander ce qui a poussé une dame de Boston à venir dans les Montana en plein hiver? » Le sourire de Penelope s'est effacé. « Mon père est décédé il y a 3 mois. Il a laissé des dettes, beaucoup de dettes. Notre maison à Boston a été saisie, ainsi que la plupart de nos biens. » Elle baissa les yeux vers ses mains, encore rouges et sensibles à cause des engelures. « J'ai une tante à Helena. Elle m'a proposé un poste d'enseignante dans son école. » Weston acquiesça, comprenant le désespoir qui poussait les gens vers l'ouest. « Vous comptez toujours vous rendre à Helena une fois que vous serez guéri? »« Je n'ai nulle part où aller, » admit-elle. Ce soir-là, Weston s'assit à son bureau pour écrire des lettres, l'une à la compagnie de diligence pour l'informer de l'accident, l'autre au shérif pour récupérer le corps de l'homme et ses effets personnels. Dehors, la tempête de neige s'était enfin calmée, révélant un paysage cristallin sous un ciel parsemé d'étoiles. La température avait encore chuté, faisant craquer et gémir les murs en bois de la maison du ranch. Un léger bruit attira son attention. Penelope se tenait dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans une couverture, vacillant légèrement sur ses jambes instables. « Vous ne devriez pas être debout, » dit-il en se levant rapidement pour lui offrir son soutien. « Je n'arrivais pas à dormir, » avoua-t-elle. « Chaque fois que je ferme les yeux, je me retrouve dans cette diligence, regardant les autres disparaître. » Weston la guida vers un fauteuil en cuir près de la cheminée. « Cela va te hanter pendant un certain temps. J'ai déjà vu cela chez des hommes qui ont survécu alors que d'autres ont péri. Comment le supportes-tu? Tu leur rends hommage en vivant pleinement le temps qu'ils n'ont pas eu. » Il attisa le feu en ajoutant une autre bûche. Les flammes projetaient des ombres dansantes sur son visage buriné. Mon père disait, « Survivre, c'est contracter une dette que l'on rembourse en donnant un sens à sa vie. » Pénélope l'observa. Son profil marqué, ses mains rugueuses à force de travailler dur depuis des années, ses yeux qui révélaient plus de compassion que ne le laissait supposer son attitude bourrue. « Vous êtes un homme bon, Monsieur Keller. Weston, corrigea-t-il. Et je ne suis qu'un éleveur qui fait ce que n'importe qui ferait. Tout le monde ne risquerait pas sa vie dans une tempête de neige pour un inconnu. » Leur conversation se poursuivit jusque tard dans la nuit, passant du poids de la survie à des sujets plus légers. Penelope parla des rues bondées et du raffinement culturel de Boston, tandis que Weston décrivit la liberté et les défis de la vie dans un ranch. Ils découvrirent leur amour commun pour la littérature. Elle avait brièvement enseigné la littérature dans un séminaire pour jeunes filles. Il possédait quant à lui une bibliothèque étonnamment riche, constituée au cours de longues soirées d'hiver solitaire. Alors que janvier laissait place à février, Penelope reprit des forces. Elle insista pour contribuer aux tâches ménagères,
aidant Madame Peterson à faire la couture et la cuisine dès qu'elle en fut capable. Les ouvrières du ranch, d'abord mal à l'aise avec cette dame cultivée de l'Est, se sont rapidement pris d'affection pour elle en raison de son intérêt sincère pour leur travail et de son esprit vif. Weston s'est mis à inventer des raisons pour rester à la maison plutôt que de sortir avec son bétail. Il a pris l'habitude de lire à haute voix des passages de Dickens le soir, Penelope corrigeant sa prononciation de certains mots, tous deux riant de la différence culturelle qui les séparait. Par un après-midi ensoleillé, Weston sella une jument docile et emmena Penelope dehors pour sa première sortie hors des murs du ranch. « Je ne suis pas sûr de savoir monter à cheval, » admit-elle en regardant le cheval d'un air inquiet. « Daisy est plus douce qu'un fauteuil à bascule, » la rassura-t-il, « et je serai juste à côté de vous. » Les mains posées sur sa taille, il l'aida à monter, ignorant le caractère inapproprié d'un tel contact. La robe qu'elle avait empruntée, l'une des plus belles robes du dimanche de Madame Peterson, n'était guère adaptée à l'équitation, mais elle l'arrangea aussi modestement que possible sur la selle. Ils chevauchèrent lentement à travers le pâturage enneigé, Penelope se détendant progressivement au rythme des mouvements du cheval. L'air vif fit rougir ses joues, et Weston se surprit à la regarder plus souvent qu'il n'aurait dû. « C'est tellement vaste !» s'émerveilla-t-elle en contemplant les montagnes lointaines. À Boston, les immeubles bloquent l'horizon. Ici, il semble infini. « C'est ce que j'aime ici, » répondit Weston. « De l'espace pour respirer, de l'espace pour être. C'est pour ça que vous êtes venu dans l'Ouest ?» Son expression s'assombrit légèrement. « J'ai en partie quitté la Pennsylvanie après la guerre. Il y avait trop de fantômes là-bas. Vous avez combattu pendant la guerre civile, dans la cavalerie de l'Union. Je suis venu dans l'Ouest en 1866 avec rien d'autre que mon cheval et ce que je pouvais porter. » Il fit un signe de tête en direction du ranch tentaculaire. « Vous avez construit tout cela à partir de rien. C'est impressionnant, » dit-elle sincèrement. « Vous pouvez être fier. » Alors qu'il franchissait une petite colline, Weston désigna un bosquet de peupliers aux branches nues le long d'un ruisseau gelé. Au printemps, toute cette région se couvre de fleurs blanches. C'est le plus beau spectacle du territoire. « Je ne serai pas là pour le voir, » dit Penelope doucement. Le cœur de Weston se serra en pensant à son départ imminent. Les routes seraient bientôt praticables et elle continuerait vers Helena, comme prévu. Cette pensée lui laissa un vide dans la poitrine auquel il n'était pas préparé. « Vos tantes vous attendent, » reconnut-il. « Oui, » répondit-elle en serrant les mains sur la table. Même si j'avoue que la perspective d'enseigner me semble moins attrayante maintenant qu'à Boston. Ce soir-là, Marshall Davis arriva avec des nouvelles. Il avait récupéré les malles de Penelope dans l'épave de la diligence et apporté une lettre qui attendait au bureau de la diligence avant le début du voyage malheureux. Les mains de Penelope tremblaient tandis qu'elle la lisait. « Tout va bien ?» demanda Weston, remarquant son désarroi. « C'est de ma tante à Helena, écrite il y a plusieurs semaines. » Elle baissa la lettre. Elle est tombée malade d'une pneumonie et a vendu l'école. Elle suggère que je reste à Boston jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Mais tu as déjà quitté Boston. Weston énonça l'évidence. Oui, et maintenant je n'ai nulle part où aller. La réalité de sa situation sembla s'abattre sur elle d'un seul coup. J'ai un peu d'argent, mais pas assez pour m'installer ou retourner dans l'Est. Cette nuit-là, après que Penelope se fut retirée dans sa chambre, Weston resta longtemps assis à son bureau, aux prises avec une décision difficile. Le lendemain matin, il s'approcha d'elle avec une nervosité inhabituelle. « Mademoiselle James, j'ai une proposition à vous faire, » commença-t-il formellement. « Mon ranch prospère, mais mes comptes sont en désordre. Madame Peterson essaie de tenir la comptabilité, mais elle n'a pas la formation nécessaire pour cela. Je me souviens que vous avez mentionné que votre père vous avait appris la comptabilité. Oui, il a insisté pour que j'apprenne malgré les objections de ma mère. » Penelope eut l'air curieuse. « Pourquoi me demandez-vous cela? Je vous propose un emploi. Logement, repas et salaire pour gérer les comptes et la correspondance du ranch. » Il se précipita avant qu'elle n'ait le temps de répondre. « C'est un travail convenable pour une dame, et Madame Peterson veillera à ce que toutes les règles de bienséance soient respectées. » Une lueur d'espoir apparut dans les yeux de Penelope. « Vous ne me faites pas cette offre par pitié, n'est-ce pas, Monsieur Keller Weston? » corrigea-t-il automatiquement. « Non, c'est purement égoïste. J'ai besoin de quelqu'un avec vos compétences, et trouver une telle personne dans cette région est presque impossible. » C'était en partie vrai. Ses comptes étaient effectivement désorganisés,
mais pas désespérément. Ce qu'il ne pouvait pas admettre, c'était à quel point l'idée de son départ avait créé un vide qu'il ne pouvait expliquer. Alors j'accepte, dit-elle en lui tendant la main. Mais je vous préviens, je suis très minutieuse. Vous pourriez regretter d'avoir embauché une telle tyran. Sa grande main enveloppa la sienne, plus petite, qui portait encore les marques de guérison des gelures. J'en doute fortement, mademoiselle James. Pénélope, corrigea-t-elle avec un sourire. Alors que février laissait place à mars, Pénélope transforma le bureau chaotique de Weston en une entreprise efficace. Elle organisa des années de reçus, créa des registres comptables appropriés et rédigea des lettres articulées aux acheteurs de bétail, ce qui lui permit d'obtenir de meilleurs prix pour son stock. Les ouvrières du ranch plaisantaient en disant que Mademoiselle Penny avait apporté la civilisation à la frontière, mais toujours hors de portée de voix de Weston. Pour Penelope, ce travail lui apportait non seulement la sécurité, mais aussi un but. Elle s'adapta à la vie du ranch avec une facilité surprenante, troquant ses vêtements à la mode de l'Est contre des tenues plus pratiques commandées au magasin de la ville. Madame Peterson la prit sous son aile, lui apprenant à fabriquer du savon, à conserver les aliments et à identifier les plantes sauvages utiles, des compétences dont une dame de Boston n'avait jamais eu besoin. Weston observait sa transformation avec une admiration discrète. La femme fragile qu'il avait sauvée de la neige était devenue confiante et compétente, son intelligence naturelle trouvant de nouvelles applications dans cette terre hostile. Pourtant, il gardait une distance prudente, conscient de sa vulnérabilité et de sa position en tant qu'employeur. Un soir, à la fin du mois de mars, Penelope trouva Weston sur le porche, contemplant les premières pousses vertes émergeant de la neige fondante. « Le printemps arrive enfin », commenta-t-elle en le rejoignant à la balustrade. « C'est la période la plus chargée à la ferme. La saison des amours approche à grands pas. Aurez-vous besoin de mon aide ?» Il lui jeta un regard surpris. « Ce n'est pas vraiment un travail de femme. Je ne suis plus vraiment une femme, répondit-elle en riant. Hier, j'ai aidé Hank à abattre un poulet sans m'évanouir. Il y a quelques mois, j'aurais été scandalisé à cette seule idée. Vous vous êtes bien adapté, reconnut-il. Je n'avais pas le choix. Son expression devint pensive, même si, à vrai dire, je me sens plus vivante ici que je ne l'ai jamais été à Boston. Là-bas, j'étais toujours la fille de quelqu'un ou une épouse potentielle, définie par les contraintes sociales. Ici, je suis simplement moi-même. Weston se tourna vers elle. Et qui est-ce? Qui est Penelope James lorsqu'elle n'est pas définie par les autres? La question la prit au dépourvu. Elle y réfléchit attentivement avant de répondre. Quelqu'un de plus fort qu'elle ne le pensait. Quelqu'un qui veut construire quelque chose qui a du sens. Quelqu'un qui... Elle hésita, puis continua plus doucement. Quelqu'un qui n'est plus certaine que la vie qu'elle avait prévue est celle qu'elle souhaite. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre grandissante, un courant tacite passant entre eux. Weston fit un demi-pas vers elle, puis se retint. Il commence à faire froid. Nous devrions rentrer. Le moment passa, mais quelque chose avait changé entre eux, une prise de conscience qu'aucun des deux n'était prêt à reconnaître. La saison de mise bas arriva avec son emploi du temps chargé. Weston et ses hommes travaillaient sans relâche, vérifiant les brebis gestantes, aidant les mises bas difficiles et protégeant les nouveau-nés vulnérables des prédateurs. Penelope insista pour aider malgré la réticence initiale de Weston. « Tu as besoin de toutes les mains disponibles, » argumenta-t-elle. « J'ai étudié tes livres de médecine vétérinaire. Je peux au moins surveiller et alerter les hommes en cas de problème. » Sa persévérance l'emporta. Bientôt, elle prit régulièrement son service dans la grange, vêtue d'une salopette pour homme sous sa jupe pour plus de praticité, les cheveux attachés sous un foulard. Les ouvrières du ranch, voyant sa volonté de travailler à leur côté, l'acceptèrent avec un respect nouveau. Par une nuit particulièrement froide d'avril, Penelope surveillait les brebis gestantes lorsqu'une d'elles commença à montrer des signes de détresse. Le veau était mal positionné. Elle reconnut les symptômes grâce à ses lectures. Elle courut vers le dortoir pour alerter Thomas, mais tous les hommes étaient partis pour une autre urgence. De retour à l'étable, elle trouva la vache couchée sur le côté, en train de mettre bas sans succès. Se souvenant de ce qu'elle avait observé chez Weston, Penelope retroussa ses manches et s'approcha de l'animal en difficulté. « Je peux le faire », murmura-t-elle en passant la main à l'intérieur pour sentir la position du veau.
Il était à l'envers, les pattes mal positionnées. Avec beaucoup de précautions, elle réussit à repositionner les pattes avant, permettant ainsi à la naissance de se poursuivre. Lorsque le veau fut enfin sorti, Penelope dégagea ses voies respiratoires et le regarda avec une profonde satisfaction prendre sa première bouffée d'air. C'est ainsi que Weston la trouva, couverte de liquide amniotique, les cheveux échappant de son foulard, rayonnante de satisfaction, à côté du veau nouveau-né en bonne santé. « J'ai réussi », annonça-t-elle fièrement. « Toute seule !» Son expression passa de l'inquiétude à l'étonnement. « Tu l'as certainement fait. » Il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix, de l'admiration teintée de quelque chose de plus profond. Plus tard, après que Penelope se soit nettoyée et changée, elle trouva Weston dans la cuisine. 2 tasses de café l'attendaient sur la table. « Tu continues à me surprendre, Penelope James, » dit-il alors qu'elle s'asseyait en face de lui. « Je me surprends de moi-même. » Elle enroula ses mains autour de la tasse chaude. « Si mes amis de Boston pouvaient me voir maintenant, ils s'évanouiraient. Ça te manque? Cette vie? » Elle réfléchit honnêtement à la question. « Certains conforts me manquent. Les bains chauds, les concerts, les bibliothèques, sourit-elle. Mais non, je ne regrette pas qui j'étais là-bas. Et qui es-tu ici? » Il reprit sa question précédente. « Quelqu'un qui a aidé à mettre un veau au monde ce soir, es-tu? » dit-elle en riant. « Quelqu'un qui apprend à être utile plutôt que simplement décorative. » Son expression devint plus sérieuse. « Quelqu'un qui pourrait bien tomber amoureuse de cette contrée sauvage. Et de toi, ajouta-t-elle silencieusement. Cette prise de conscience à la fois effrayante et exaltante. Alors que le mois d'avril laissait place au mois de mai, le ranch se transforma. Les peupliers dont Weston avait parlé fleurirent en abondance le long du ruisseau. Le bétail paissait dans l'herbe verte et fraîche, et les fleurs sauvages tapissaient les collines. Penelope passait tout son temps libre à l'extérieur, s'imprégnant de la beauté de son premier printemps dans le Montana. Weston trouvait des raisons de l'inclure dans ses promenades quotidiennes, lui montrant des cascades cachées et d'anciennes gravures rupestres indigènes, lui apprenant à identifier les plantes comestibles et à lire les traces d'animaux. Leur conversation coulait désormais facilement, ponctuée de silences complices lorsqu'ils admiraient des panoramas particulièrement époustouflants. Par un après-midi chaud, ils pique-niquèrent au bord du ruisseau, regardant les nouveaux veaux gambader dans la prairie. Penelope avait préparé elle-même le déjeuner, une compétence qu'elle n'avait jamais possédée à Boston, et elle était fière que Weston apprécie ses talents culinaires grandissants. « J'ai reçu une lettre de Boston hier », mentionna-t-elle alors qu'ils terminaient leur repas. « Une vieille amie m'a écrit que mon ancien fiancé s'était marié. » Weston leva brusquement les yeux. « Vous avez été fiancés pendant une courte période. » Elle cueillit une fleur sauvage et la fit tourner entre ses doigts. « Philip Hartford, le fils de l'associé de mon père. Le mariage avait été bien arrangé par nos pères. Il s'agissait plus d'une fusion d'entreprises que d'une union amoureuse. Lorsque mon père est décédé et que notre situation financière a été révélée, Philip a rapidement rompu nos fiançailles. Il semble être un lâche, dit Weston sans détour. Il l'était. Elle sourit sans amertume. Mais aujourd'hui, je lui en suis reconnaissante. S'il avait honoré ses engagements, je serais une épouse mondaine malheureuse à Boston plutôt qu'ici. Es-tu heureuse ici, Penny? Le surnom lui échappa naturellement. Plus heureuse que je ne l'ai jamais été. La simple vérité de cette affirmation résonnait dans sa voix. Mais je m'interroge sur mon avenir. Je ne peux pas abuser indéfiniment de ton hospitalité. Tu gagnes ta vie, protesta-t-il. Le ranch n'a jamais été aussi efficace. Malgré tout, je suis une femme célibataire qui vit chez vous. Les gens vont parler si ce n'est déjà fait. Weston serra les mâchoires. Qu'il parle. Ce qui se passe dans mon ranch ne regarde que moi. Je devrais tout de même réfléchir à mes options. Elle rassembla les affaires pour le pique-nique, évitant son regard. Peut-être que lorsque les comptes seront tout à fait en ordre, je devrais chercher un emploi en ville. C'est ce que vous voulez? Sa question avait un ton sec. Non, admit-elle doucement, mais c'est peut-être la chose à faire. Le trajet de retour vers le ranch fut plus silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Alors qu'ils approchèrent de la maison, Thomas vint à leur rencontre, l'air inquiet. Des cavaliers approchent, 6 hommes lourdement armés. L'attitude de Weston changea instantanément. Le compagnon détendu fit place à un rancher vigilant. « Fais entrer Penelope dans la maison. Alerte les hommes, mais personne ne tire sans mon ordre. »
Penelope sentit la peur monter dans sa gorge. Qui sont-ils? Ce n'est peut-être rien, mais ça pourrait être dangereux. La main de Weston se posa instinctivement sur le revolver à sa hanche. Quoi qu'il en soit, je veux que tu rentres. Depuis la fenêtre du salon, Penelope regarda les cavaliers s'approcher, des hommes à l'allure rude, vêtus de vêtements usés et au regard dur. Leur chef, un homme grand avec une cicatrice proéminente sur la joue, mit pied à terre et parla avec Weston, ses gestes devenant de plus en plus animés. Madame Peterson apparut à ses côtés. « Des ennuis? Je ne sais pas trop, » admit Penelope. Après plusieurs minutes tendues, les hommes repartirent, bien qu'ils semblaient réticents à partir. Weston resta debout dans la cour, les regardant jusqu'à ce qu'ils disparaissent de sa vue avant de se diriger vers la maison. Il avait l'air sombre lorsqu'il entra. « Des voleurs de bétail, » expliqua-t-il, prétendant être des acheteurs de bétail légitimes, « mais j'ai reconnu leur type. Ils opèrent dans la région, volent du bétail et le revendent. Ils voulaient inspecter notre troupeau. Ils sont partis maintenant, » observa Mme Peterson. Weston retira son chapeau et passa une main dans ses cheveux. « Mais ils reviendront. Je vais poster des gardes supplémentaires cette nuit. » Ce soir-là, après que May Peterson se fut retirée, Penelope trouva Weston en train de nettoyer son fusil à la table de la cuisine. « Est-ce vraiment nécessaire? » demanda-t-elle en désignant l'arme. « Dans ce pays, oui. » Ses gestes étaient méthodiques et précis. Un homme protège ce qui lui appartient. Elle s'assit en face de lui, observant ses mains à l'œuvre. « Vous avez déjà été confronté au danger. Cela fait partie du métier d'éleveur. » Il leva les yeux, remarquant son inquiétude. « Ne vous inquiétez pas. La plupart des voleurs de bétail battent en retraite lorsqu'ils voient qu'un endroit est bien défendu. Et s'ils ne le font pas, ses yeux se durcirent. Ils apprendront alors pourquoi ils auraient dû le faire. » Tard dans la nuit, Penelope fut réveillée par des coups de feu. Elle se précipita vers la fenêtre et vit des éclairs dans l'obscurité près des enclos à bétail. Le cœur battant, elle s'habilla à la hâte et descendit au rez-de-chaussée où Mme Peterson était déjà en train d'attiser le feu. « Restez à l'intérieur, mademoiselle, » l'avertit la vieille femme. « Les hommes s'en occupent. » D'autres coups de feu retentirent, suivis de cris et du bruit des sabots au galop. Incapable de rester inactive, Penelope remplit des cafetières et prépara des bandages, les mains tremblantes à chaque coup de feu lointain. 1 heure s'écoula avant que la porte ne s'ouvre brusquement. Thomas et un autre ouvrier agricole soutenaient un troisième homme entre eux. Le sang imprégnait la chemise du blessé. « Pete a reçu une balle dans l'épaule », expliqua Thomas alors qu'il le déposait sur la table de la cuisine. « Le patron est toujours dehors avec les autres. Nous les avons repoussés, mais ils se sont enfuis avec une douzaine de têtes. » Les connaissances médicales de Penelope étaient limitées, mais elle a aidé Thomas à extraire la balle de l'épaule de Pete et à panser la blessure. Madame Peterson lui a administré du whisky pour soulager la douleur, mettant de côté son attitude habituellement convenable en cette situation de crise. L'aube se levait lorsque Weston est enfin revenu, le visage maculé de poudre à canon, une entaille sanglante à l'avant-bras. « Tu es blessé. » Penelope eut le souffle coupé et se précipita pour examiner la blessure. « Ce n'est rien. J'ai reçu des éclats quand une balle a touché le poteau de la clôture à côté de moi. » Il avait l'air épuisé, mais alerte. « Comment va Pete? » Thomas a retiré la balle. Weston acquiesça d'un air sombre. « Nous avons tué l'un des voleurs de bétail. Les autres se sont échappés, mais ils ne reviendront pas. » Alors que Penelope nettoyait sa blessure, les mains douces mais légèrement tremblantes, Weston lui saisit le poignet. « Je suis désolé que tu aies dû vivre cela. Ce n'est généralement pas si dangereux ici. Je n'ai pas peur, dit-elle, même si ce n'était pas tout à fait vrai. Je m'inquiétais pour toi. » Leurs regards se croisèrent, la proximité rendant impossible de cacher l'émotion dans leurs yeux. Pendant un instant, Weston sembla vouloir ajouter quelque chose, mais il se contenta d'acquiescer et de lâcher son poignet. « Tu devrais te reposer, » lui dit-elle. « Je veillerai sur Pete. » À la suite de l'attaque, la sécurité autour du ranch fut renforcée. Penelope s'aventurait rarement loin de la maison sans escorte, une restriction qui l'irritait après la liberté dont elle jouissait auparavant. Les employés du ranch restaient en état d'alerte maximale, même si les voleurs de bétail semblaient avoir abandonné la région, comme Weston l'avait prédit. L'incident jeta une ombre sur le printemps naissant,
rappelant à Penelope la dure réalité qui se cachait derrière la beauté du territoire. Mais il révéla également quelque chose à propos de Weston qu'elle n'avait pas pleinement apprécié auparavant. Son engagement absolu à protéger ce qui lui tenait à cœur. Un soir, alors que May laissait place à Juin, Penelope triait le courrier lorsqu'elle découvrit une lettre qui lui était adressée. L'adresse de l'expéditeur indiquait le nom de sa tante à Elina. « Mes tantes se sont rétablies », annonça-t-elle après l'avoir lu. « Elle m'invite à la rejoindre à Helena, même si le poste d'enseignante n'est plus disponible. » Weston leva les yeux de son journal, l'expression soigneusement neutre. « Vas-tu y aller? » La question resta en suspens entre eux, chargée d'implications tacites. « Je ne sais pas. » Elle posa la lettre de côté. « Il y a quelques mois, j'aurais répondu oui sans hésiter. Maintenant, l'interrompit-il lorsqu'elle se tut. Maintenant, j'ai construit quelque chose ici. Le travail, le ranch, les gens, tout cela compte pour moi. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Tu comptes pour moi. » Le journal s'abaissa lentement. « Penny, je sais qu'il n'est pas convenable de parler aussi franchement, » continua-t-elle, le courage montant en elle. « Mais cette nuit-là, dans la tempête de neige, j'ai eu une seconde chance dans la vie. Je ne veux pas la gâcher avec des conventions et des convenances qui empêchent les gens de dire ce qu'ils ont sur le cœur. » Weston posa le journal et s'approcha d'elle, s'agenouillant à côté de sa chaise. « Je me batte avec moi-même depuis des mois. Tu es arrivée ici vulnérable, dépendante de mon aide. Il n'aurait pas été correct de parler de sentiments alors que tu n'avais pas d'autre choix que de rester. » Et maintenant, son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il devait l'entendre. « Maintenant, tu as le choix. Helena, même Boston, si tu le souhaites. » Il lui prit la main, ses doigts cailleux enveloppant les siens. « Mais j'espère que tu choisiras ici. Choisis ce ranch. Choisis-moi. Vous me demandez en mariage, Monsieur Keller? » Un sourire se dessina sur ses lèvres malgré son pouls qui s'accélérait. De manière peu élégante, mais oui. Son pouce traça des cercles sur sa paume. « Je t'aime, Penelope James. Je pense que je t'aime depuis cette première nuit où tu as ouvert les yeux et prouvé que ma promesse murmurée n'était pas vaine. Quelle promesse? Quand je t'ai trouvé, quand ton corps était froid et raide, je t'ai enveloppé dans mon manteau et j'ai murmuré. Pas aujourd'hui. » Sa voix était rauque d'émotion. « La mort n'a pas pu t'emporter alors, et je ne veux pas te perdre maintenant. » Les larmes montèrent aux yeux de Pénélope. « Je t'aime aussi. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Tu m'as donné plus que la vie ce jour-là. Tu m'as donné une chance de découvrir qui je suis vraiment. » Son baiser fut d'abord doux, puis s'intensifia, reflétant des mois de désir réprimé. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, Weston pressa son front contre le sien. « Je devrais parler au pasteur du village, » murmura-t-il. « Oui, » acquiesça-t-elle, « mais nous ne sommes pas pressés. Je ne vais nulle part. » Leur mariage eut lieu début juillet. Une cérémonie simple dans l'église du village, suivie d'une fête au ranch qui rassembla des gens de tout le territoire. Penelope portait une robe commandée à Denver, élégante mais suffisamment pratique pour la vie à la frontière. Weston, mal à l'aise dans son costume formel, n'en était pas moins très élégant, attirant les regards admiratifs de toutes les femmes présentes. Les ouvrières du ranch avaient transformé la grange en salle de fête. Des lanternes étaient suspendues aux poutres et des fleurs sauvages ornaient toutes les surfaces. Même Mme Peterson assouplit ses règles strictes pour danser une gigue avec Thomas, au grand amusement de tous. Au coucher du soleil, qui baignait la fête d'une lumière dorée, Weston emmena sa jeune épouse loin des festivités, dans un endroit tranquille surplombant la vallée. « Tu es heureuse? » demanda-t-il en l'enlaçant par derrière. Elle s'appuya contre sa poitrine. « Même si j'ai encore du mal à croire que c'est ma vie maintenant. Si cette diligence ne s'était pas renversée, dit-elle. « N'y pense pas, lui conseilla-t-il en déposant un baiser sur sa tempe. On ne peut pas savoir ce qui se serait passé si on avait pris un autre chemin. » C'est vrai. Elle se retourna dans ses bras pour lui faire face. « J'ai un cadeau de mariage pour toi, mais chérie, mais ce n'est pas quelque chose que je peux emballer. » Il haussa les sourcils, perplexe. « Je suis enceinte, dit-elle doucement. Le Dr. Miller l'a confirmé hier. » La surprise se lut sur le visage de Weston, qui posa doucement sa main sur son ventre encore plat. « Un bébé, notre bébé. » Elle acquiesça, des larmes de joie coulant sur ses joues. « Il naîtra en hiver, vers la date anniversaire du jour où tu m'as trouvé.
Il y a un an, j'ai roulé seul dans une tempête de neige et j'ai trouvé une femme à moitié gelée, originaire de Boston. Il secoua la tête, stupéfait. Maintenant, je tiens dans mes bras ma femme, la mère de mon enfant. La vie prend des tournants inattendus, acquiesça-t-elle. Parfois, le pire jour de votre vie mène au meilleur. Alors qu'ils retournaient main dans la main à leur fête de mariage, Pénélope repensa au chemin qui l'avait mené jusqu'ici. La fuite désespérée de Boston, la tragédie de la diligence, le froid brutal qui avait failli l'emporter, toutes ces étapes d'un chemin qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, mais qu'elle n'échangerait pour rien au monde. L'hiver 1868 s'avéra plus doux que l'année précédente, ce dont Penelope et Weston étaient reconnaissants. Au fur et à mesure que sa grossesse avançait, Penelope partageait son temps entre la gestion des comptes du ranch et la préparation de l'arrivée du bébé. Elle transforma une petite pièce adjacente à leur chambre en nursery. Par une claire soirée de décembre, alors que la neige tombait doucement dehors, Penelope commença le travail. Weston, terrifié malgré des mois de préparation, envoya des cavaliers chercher le médecin et la sage-femme, faisant les 100 pas anxieusement pendant que Penelope respirait pendant les premières contractions. « C'est trop tôt, s'inquiétait-il. Le médecin ne pourrait peut-être pas arriver à cause de la neige. Les femmes ont toujours accouché sans médecin depuis la nuit des temps, lui rappela Van Peterson avec pragmatisme. Et j'ai moi-même aidé plusieurs femmes à accoucher. À mesure que la nuit avançait, le travail de Penelope s'intensifiait. Weston resta à ses côtés, la soutenant à chaque contraction, lui essuyant le front et lui murmurant des mots d'encouragement. Lorsque le moment fut enfin venu, Madame Peterson annonça « Encore un effort, ma chère. » Penelope rassembla ses dernières forces et mit au monde leur fille avec un cri triomphant qui se mêla au premier cri du nouveau-né. « C'est une fille, » murmura Weston avec admiration, tandis que Madame Peterson plaçait le bébé émailloté dans les bras de Penelope. « Nous avons une fille. » Des larmes coulaient sur son visage buriné, tandis qu'il touchait doucement les petites doigts du bébé. « Elle est parfaite. »« Hope, » dit Penelope doucement. « Elle s'appelle Hope, car c'est ce que vous m'avez donné ce jour-là dans la neige, docteur. » Miller arriva quelques heures plus tard, confirmant que la mère et l'enfant se portaient bien. À l'aube, qui peignait le paysage enneigé de roses et d'or, Weston s'assit à côté du lit de Penelope, tenant sa fille endormie dans ses bras pendant que sa mère, épuisée, se reposait. « Je n'aurais jamais pensé avoir cela, » avoua-t-il doucement au bébé. « Après la guerre, après tout ce que j'avais vu, je pensais qu'une vie paisible n'était pas faite pour moi. Puis ta maman est arrivée et a tout changé. » La seule réponse de la petite Hope fut de serrer son doigt dans son sommeil, mais cela suffit à remplir son cœur à ras-bord. Alors que le printemps revenait une fois de plus dans le Montana, le ranch Keller prospérait. Penelope, qui portait souvent bébé Hope dans un porte-bébé sur sa poitrine, reprit son rôle de gestionnaire du ranch avec une efficacité accrue. Les comptes étaient parfaitement équilibrés. La correspondance était traitée rapidement et la réputation du ranch en matière d'équité se répandit dans toute la région. Weston agrandit leurs possessions, achetant les terres adjacentes dès qu'elles étaient disponibles, toujours dans le but de construire un héritage pour leur fille. Les aspérités du rancher solitaire s'étaient adoucies avec la paternité, même si sa détermination à protéger sa famille restait farouche. À la date anniversaire de son sauvetage, Weston emmena Penelope à l'endroit où il avait trouvé la diligence renversée. Les débris avaient depuis longtemps été déblayés, ne laissant que des souvenirs. « J'en rêve encore parfois, » admit-elle en contemplant le paysage paisible qui avait autrefois été un champ de mort gelé. « Mais les rêves ont changé. Maintenant, je te vois chevaucher dans la neige vers moi, comme si tu avais toujours été destiné à me trouver. » Peut-être que c'était le cas. Il la serra contre lui pour la protéger du froid printanier. Toutes ces années seules, j'attendais sans le savoir. Ils déposèrent des fleurs sauvages sur le site en mémoire de ceux qui n'avaient pas survécu. Un moment de recueillement solennel avant de retourner à leur ranch florissant et à leur famille grandissante. Au fil des ans, Hope eut 2 frères, William et Thomas, et une autre sœur, Elizabeth. Le ranch Keller devint célèbre non seulement pour son excellent bétail, mais aussi pour sa généreuse hospitalité. Penelope, forte de son éducation à l'Est, créa une petite école pour les enfants des ouvriers du ranch et des fermes voisines. Weston occupa plusieurs mandats en tant que représentant territorial,
défendant les droits des petits éleveurs contre les intérêts envahissants des grandes entreprises. À l'occasion de leur 20e anniversaire de mariage, leurs enfants étant désormais adultes, ou presque, Weston et Penelope s'assirent sous le porche de leur ranch agrandi, regardant le coucher de soleil peindre le ciel du Montana de couleurs spectaculaires. « L'as-tu jamais regretté? » demanda Weston. « D'être venu dans l'Ouest, d'être resté ici avec moi au lieu de retourner à la civilisation. » La main de Penelope trouva ses doigts et s'entrelaqua avec la familiarité de 2 décennies partagées. Pas un seul instant. C'est ici que je devais être. Même avec toutes les difficultés, les tempêtes de neige, les sécheresses, les voleurs de bétail, surtout ceux-là, elle posa sa tête contre son épaule. Ils m'ont montré ma propre force. Ils m'ont montré la tienne. Ils ont fait de nous ce que nous sommes ensemble. À l'intérieur de la maison, leur plus jeune fille jouait du piano, un instrument que Weston avait transporté sur 300 mètres en charrette pour l'offrir à Penelope à l'occasion de son 30e anniversaire. La mélodie leur parvenait, accompagnée des voix de leurs autres enfants et des ouvriers agricoles réunis pour célébrer cet anniversaire. « Nous avons construit quelque chose de bien ici », observa Weston, la fierté évidente dans sa voix. « Oui, c'est vrai. » Les yeux de Penelope suivirent les contours du terrain qu'ils avaient façonné ensemble. Les granges agrandies, les vergers, l'école où elle enseignait 3 jours par semaine, le dortoir où avaient vécu des générations d'ouvriers agricoles fidèles. Depuis ce jour sous la neige jusqu'à aujourd'hui, nous avons bâti notre héritage. Pas mal pour une dame de Boston et un cow-boy têtu, dit-il en riant. Pas mal du tout, acquiesça-t-elle en tournant son visage vers le sien pour un baiser aussi tendre que leur premier. Alors que le crépuscule laissait place à la nuit, les étoiles apparaissant comme des diamants éparpillés dans le vaste ciel du Montana, Weston et Penelope restèrent sur leur porche, entourés de la vie qu'ils avaient créée à partir d'un début des plus improbables. Le ranch dormait paisiblement autour d'eux, le bétail mugissait doucement dans les pâturages lointains, les chevaux hennissaient dans les écuries, les rires de leurs enfants adultes filtraient à travers les fenêtres ouvertes. Ce qui avait commencé par une quasi-tragédie, son corps froid et raide dans l'étreinte mortelle d'une tempête de neige du Montana, s'était transformé en des décennies d'amour, de croissance et de sens. Le cow-boy qui l'avait enveloppé dans son manteau et avait défié la mort avec 2 mots chuchotés, lui avait donné bien plus que sa vie ce jour-là. Il lui avait donné un foyer, une famille et un amour qui n'avaient fait que s'approfondir au fil des saisons. Et tandis que Penelope contemplait le ranch qui était devenu le centre de son univers, elle savait avec une certitude absolue qu'elle ne changerait rien au parcours qui l'avait mené ici, sur cette terre. Tiens, auprès de cet homme, vers cette vie qui était devenue plus riche et plus épanouissante que tout ce qu'elle aurait pu imaginer dans son existence antérieure. « Pas aujourd'hui », murmura-t-elle, faisant écho à ses paroles prononcées lors de cette journée fatidique d'hiver. « La mort ne m'a pas emporté alors, et la vie a été si douce. » Au lieu de cela, Weston la serra plus fort dans ses bras, dans un silence complice, son visage buriné, illuminé par la lumière des étoiles. Toujours aussi beau malgré les années qui passaient, toujours son sauveur, son partenaire, son amour. Ensemble, ils avaient transformé un moment de survie désespéré en une vie pleine de sens. Et dans cette réussite se trouvait une victoire plus grande que le simple fait d'avoir trompé la mort. Ils avaient découvert ce que signifiait vraiment vivre,